Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Pierre Journoux, chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, en charge du programme Asie du Sud-Est. Et il se trouve que j'enseigne aussi dans cette université des enseignements liés à la chaire d'histoire contemporaine de l'Asie, qui a été en quelque sorte recréée en 2008, après 40 années d'absence à Paris 1. Donc c'est une bonne chose aussi que la création de cette chaire d'histoire de l'Asie contemporaine, très complémentaire de la chaire que préside Louis Gauthier et dont il est question précisément aujourd'hui. Je voudrais remercier les organisateurs aussi de m'avoir confié la modération de cette première et belle table ronde, d'autant plus que nous avons un peu plus de temps, que nous pourrons effectivement dialoguer les uns et les autres et avec vous. Ceux qui sont familiers des questions asiatiques ne seront pas surpris que figurent au sommet, au premier plan du programme et de l'actualité, les questions maritimes. 4 tendances lourdes se sont en effet affirmées dans cette région. 2 sont relativement anciennes, disons de quelques décennies, les années 80, la maritimisation croissante des enjeux stratégiques et économiques et la judiciarisation des espaces maritimes. 2 autres sont plus récentes, de quelques années, la recrudescence des incidents frontaliers dans les 2 mers de Chine. Je vais employer évidemment la dénomination internationale. Vous savez que le nom de mer de Chine méridionale ou orientale est contesté par certaines parties au conflit, mais c'est la dénomination internationale qui figure aujourd'hui. Et en partie la conséquence de ces crispations liées aux différents territoriaux, la modernisation des forces navales et aériennes des pays de la zone. Pour étudier les stratégies des pays impliqués dans les disputes maritimes, sans doute faut-il prendre en considération le spectre entier des vecteurs d'influence et de pression utilisés par les petites et grandes puissances de cette région. Vecteurs diplomatiques, bilatéraux et de plus en plus multilatéraux, vecteurs militaires, économiques et financiers, mais aussi culturels. Il y aurait beaucoup à dire, par exemple, des représentations culturelles des espaces maritimes dans la région, des représentations de la puissance maritime et navale dans les pays qui nous intéressent, des processus de réappropriation ou de réinvention d'un passé naval qui est souvent héroïsé, en tout cas dans quelques pays de notre région. Il faut remarquer qu'en dépit de quelques efforts relativement récents, ce que j'évoquais notamment tout à l'heure, nous avons globalement négligé l'étude des questions maritimes asiatiques et qu'il est grand temps, je crois, de rattraper notre retard. Le nombre de publications anglo-saxonnes sur ces questions est impressionnant. La production scientifique s'asiatise aussi, et c'est une très bonne chose, mais force est de constater que nous sommes encore à la traîne, notamment dans les grandes conférences internationales sur l'Asie et en Asie. C'est un paradoxe, me semble-t-il, pour un pays comme le nôtre, qui a été avant-hier puissance coloniale et militaire en Indochine, hier puissance médiatrice au plus fort des guerres chaudes de la guerre froide, et qui aujourd'hui encore bénéficie d'indéniables atouts, une diplomatie de défense particulièrement active dans la région, en particulier dans le domaine naval, ce sera évoqué plus longuement tout à l'heure, des territoires dans le Pacifique qui nous valent la 2e zone économique exclusive du monde, comme vous le savez, et qui nous mettent en contact direct avec la Chine et d'autres pays asiatiques, des entreprises, petites et grandes, impliquées dans diverses activités maritimes, sous-marines ou navales dans les espaces qui nous intéressent. Et je dirais enfin des idées. Nous avons aussi des idées, des projets. Je pense notamment à l'autoroute maritime de la mer de Chine du Sud, qui est portée par le service hydrographique de la marine du ministère de la Défense et qui vise à accroître la sécurité de la navigation internationale. Nous allons donc prendre le large avec 3 experts de la navigation dans les eaux tempétueuses, 3 experts qui devraient nous aider à dissiper un peu le brouillard stratégique dans cette région, brouillard qui s'est répandu dans les mers semi-fermées dont nous allons beaucoup parler, du Pacifique oriental. Donc j'ai le plaisir de vous présenter premier intervenant, capitaine de vaisseau Laurent de Gerfagnon, qui est chef du bureau stratégie politique auprès du chef d'état-major de la marine et qui évoquera donc les flux commerciaux, les ressources et les espaces de liberté stratégique.
Ensuite, Emmanuel Puig, qui est le seul sinologue d'ailleurs de cette table ronde, chef du bureau, ou qui travaille en tout cas pour le bureau Asie de la Direction générale des relations internationales et stratégiques du ministère de la Défense, qui évoquera l'analyse donc des revendications chinoises, des revendications maritimes, bien sûr, de la Chine en Asie. Et puis enfin, Étienne de Durand, qui jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, est le directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Peut-être ajoutera-t-il une prochaine casquette prochainement. L'Asie, donc, et le thème de l'accès, le déni d'accès, sera le sujet qu'il évoquera enfin dans cette table ronde. Et pour ma part, je dirais quelques mots sur le rôle des acteurs privés, qui est souvent marginalisé. Donc je vous propose d'écouter tout d'abord, commandant, votre intervention. Merci beaucoup. Les principes concernant la mer, en fait, se trouvent fort bien illustrés en Asie. Et ces principes qui rendent la mer intéressante, c'est que c'est un objet de convoitise, de concurrence, voire parfois de conflit, pour 3 raisons. La première, c'est évidemment les ressources qui sont en mer, ces ressources qui deviennent de plus en plus accessibles grâce au progrès technologique. Et là, je pense à tout ce qui est offshore profond, tout ce qui est ressources minérales près des fractures océaniques ou autres. Bien, on parle même de biotechnologie, mais aussi tout ce qui est pêche, aquaculture. Eh bien, ces ressources, en fait, nous allons de plus en plus nous battre, peut-être au sens figuré, mais au sens commercial, certainement, et j'espère pas trop au sens militaire dans un futur proche. Nous allons nous battre parce que la population du monde, comme vous le savez, s'accroît, et le niveau de vie s'accroît, donc les demandes pour ressources, toutes les ressources naturelles s'accroissent aussi. Le deuxième point, ce sont les flux. Le monde est un monde global avec donc entre 80 et 90% selon les estimations du trafic commercial qui passe par la mer. Et donc il faut que ces flux s'écoulent, il faut que la liberté des mers soit respectée, et il peut y avoir des perturbateurs étatiques ou non, selon des intérêts précis. Et troisième point, que l'on oublie souvent, c'est que la mer est un espace de liberté stratégique qui permet, alors qu'il y a des règles juridiques et diplomatiques de plus en plus nombreuses, eh bien la mer permet encore de se prépositionner, d'affirmer un intérêt pour une zone particulière, de recueillir de l'information, du renseignement, même certains vous diraient, et après, s'il le faut, d'agir depuis la mer vers la terre. Et ça, cette action, elle se fait non seulement avec des porte-avions, mais avec des frégates, avec des sous-marins, et elle ne concerne pas que le littoral, mais elle va bien jusque très loin à l'intérieur des terres, puisqu'on se souvient par exemple que les porte-avions français ou américains au large du Pakistan intervenaient en Afghanistan. Donc, tous ces enjeux-là, on les retrouve en Asie. Pour illustrer ces aspects, je balayerai rapidement 3 zones, la mer de Chine, ou les mers de Chine, le détroit de Malacca et l'océan Indien. L'océan Indien fait partie de l'Asie, ne l'oublions pas. Et je conclurai par un rapide tour d'horizon des principaux acteurs, en essayant d'identifier quelles sont leurs positions et leurs enjeux. En fait, tout d'abord, les enjeux en Asie, eh bien, c'est parce qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux géostratégiques, parce que ces pays sont en croissance, parce que ces pays connaissent des inégalités de plus en plus criantes, et que du coup, il y a une compétition accrue. La mer de Chine, par exemple, il y a des enjeux de territorialisation qui seront développés tout à l'heure, mais qui concernent principalement des revendications que tout le monde connaît sur les Spratlys, sur les Paracels dans le sud, mais vous avez aussi des revendications sur des îles Kuril entre le Japon et la Russie, sur des îles Takeshima entre le Japon et les Corées, les îles Danjo-Gunto entre Japon et Corée du Sud, et bien sûr les Senkaku entre Japon, Chine et Taïwan. Donc de multiples points de cristallisation possibles de conflits, avec à chaque fois une certaine sagesse des acteurs qui ne mettent en ligne que des moyens civils, les gardes-côtes étant considérés comme civils, ce qui permet au conflit de rester à bas niveau. La sagesse orientale est réputée, mais malgré tout, derrière ces conflits à bas niveau, il y a quand même des bateaux qui se rentrent dedans, des avions qui connaissent des problèmes, vous avez les marines de guerre qui ne sont pas très loin et qui sont prêtes à intervenir en cas de besoin. Deuxième point sur cette territorialisation, on considère que c'est une course pour les zones économiques exclusives, pour des zones territoriales,
Mais pour bien enfoncer le clou, la Chine et d'autres pays déversent des tonnes de sable, transforment ce qui n'était qu'une plateforme posée sur du corail en un îlot artificiel. Îlot artificiel qu'ils prétendent être îlot naturel et habitable, de façon à répondre à la définition d'une île selon la Convention de Montego Bay qui régit le droit de la mer, mais néanmoins, c'est un artifice. Deuxième point, après la territorialisation de la mer de Chine, lieu de passage. Lieu de passage, pour le commerce, nous y pensons tous, avec tous les produits finis qui viennent d'Asie vers l'Europe, mais aussi lieu de passage pour le commerce interrégional, intra-régional, et aussi pour le commerce qui vient du Moyen-Orient vers l'Asie, notamment le Japon voit plus de 80% de ses hydrocarbures passer par la mer de Chine. Ce lieu de passage, du coup, peut être perturbé par les conflits entre États, puisque ces États sont dans une mer qui est mal pavée, dans laquelle il est difficile de naviguer, rajoutent des zones d'interdiction, des zones de conflit possibles, et donc une perturbation qui va remettre en cause à ce moment-là l'activité économique et donc la stabilité. Troisième point sur la mer de Chine, espace stratégique. Quand on regarde une carte, on voit bien que la Chine elle-même a le sentiment d'être enserrée dans une mer intérieure dont elle ne peut pas s'extraire facilement, et que si cette mer n'est pas sous le contrôle de la Chine, eh bien, son sentiment d'être assiégée, en quelque sorte, est très prégnant, d'où cette volonté de la Chine de repousser non seulement les États-Unis, mais de repousser toute autre revendication de présence et d'affirmation de puissance maritime dans cette zone, de façon à pouvoir avoir accès à la liberté des mers au Pacifique, et notamment en considérant que la Chine a comme objectif, et ce sera un peu plus débattu dans la table ronde suivante, mais la Chine a comme objectif d'avoir une dissuasion nucléaire à la mer permanente. Et si vous commencez par faire partir un sous-marin dans une zone qui est pas très profonde, où il y a beaucoup de marines adverses, vous aurez quand même du mal après à faire en sorte que votre sous-marin ne soit plus pisté par vos adversaires ou vos concurrents potentiels, et donc toute la crédibilité de votre dissuasion peut être remise en cause. Donc de multiples raisons qui font que la Chine cherche à repousser toute personne. Elle le fait selon une démarche bien connue qui est, à un moment, était intitulée la croissance pacifique, et qui finalement, quand on voit ce qui se passe, est maintenant intitulée développement pacifique par les Chinois eux-mêmes, mais qui consiste à avancer, ne jamais reculer, et quand il y a une pression face à eux, faire une pause s'il le faut, mais l'objectif est bien à l'horizon d'avoir la mer de Chine pour eux. Mais espace stratégique pour le Japon et les États-Unis aussi. N'oublions pas, les États-Unis sont des riverains de l'Asie, mais ils sont aussi présents dans la mer de Chine en permanence par leurs accords de défense, par leur intérêt pour le commerce, par leur intérêt pour la stabilité. Deuxième point, et je vais aller un peu plus rapidement, sur le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, en fait, est un exemple de zone stratégique et de zone où les routes peuvent être mises en cause. On se souvient que dans les années 70, les pays riverains du détroit de Malacca, Indonésie et Malaisie, avaient tenté de transformer ce détroit, qui est un détroit international, en détroit national, puisque le détroit n'est pas très large, leurs eaux territoriales se recouvrent, et donc ça leur aurait donné un plus grand contrôle sur le trafic. Leur tentative a été récusée. La Convention de Montego Bay de 1982 a bien confirmé les principes d'un détroit international. Et par ailleurs, Singapour, maintenant, bénéficie largement plus du trafic du détroit que l'Indonésie ou la Malaisie. Donc, le côté revendication étatique semble s'être assagi. En revanche, le côté piraterie redémarre. Il avait été dominé, réduit il y a une dizaine d'années, grâce à l'action déterminée des États. Et ces États avaient décidé de mettre fin notamment au double emploi de leurs forces militaires ou gardes-côtes qui se transformaient en pirates accessoirement, dans une grande tradition. Mais depuis 2-3 ans, on constate qu'il y a une remontée de la piraterie, qui n'est pas de la piraterie du modèle de l'océan Indien, avec des prises d'otages régulières, qui est plutôt du brigandage, attaque sur des bateaux de moyenne taille, mais on commence à voir des pétroliers dont les cargaisons sont volées. Et là, il y a un véritable sujet d'inquiétude, parce que si la piraterie reprend, eh bien, le commerce va en pâtir, et donc le développement et la stabilité.
Autre point du détroit de Malacca, dimension stratégique, donc pour les pays que j'ai déjà évoqués, mais aussi pour la Chine, pour le Japon, pour l'Inde aussi, qui voit beaucoup de trafic passer par là, et enfin pour la France aussi. On se souviendra qu'à l'époque de l'accident de Fukushima au Japon, certaines usines au Japon de production de composantes électroniques avaient dû fermer, et en France, nous avons eu des équipementiers automobiles qui, pendant 15 jours, ont dû cesser leur production, faute de composantes électroniques venant du Japon. Là, en l'occurrence, c'était parce que les usines japonaises avaient fermé, mais finalement, si le détroit de Malacca ferme, eh bien, nous aurons le même problème. Donc, le monde global fait que Malacca est un enjeu stratégique pour la France aussi. Troisième zone, l'océan Indien. L'océan Indien, c'était la piraterie qui s'est développée et qui, depuis 2 ans, est maintenant véritablement sous contrôle. Je dis bien sous contrôle et non pas éteinte. Grâce à une action internationale, l'Union européenne était en pointe, mais il y a eu aussi l'OTAN, il y a eu aussi d'autres pays qui sont venus se joindre, y compris l'Iran d'ailleurs, la Chine naturellement. Donc ce flux de piraterie contrôlé. En revanche, le côté espace stratégique est vraiment une pomme de discorde possible, puisque la Chine étend son influence vers l'ouest. C'est ce que constatent les Australiens, qui nous indiquent que, curieusement, là où ils sont placés, ils voient la Chine aller d'est en ouest et l'Inde aller d'ouest en est. Donc l'Inde aussi, en océan Indien, souhaiterait faire de cet océan une sorte de mare nostrum contemporaine. Les États-Unis sont toujours présents, même s'ils dépendent de moins en moins des hydrocarbures du Moyen-Orient, ils ont un intérêt toujours à la fluidité des flux, à la sécurité. Et enfin, la France, dans l'océan Indien, nous avons des territoires et nous avons des accords de défense qui nous impliquent grandement. Donc après ces 3 exemples géographiques, 2 petits mots sur quelques acteurs. D'abord, globalement, les acteurs de l'Asie sont caractérisés par une bonne croissance économique et qui va maintenant avec un développement de leur industrie de défense. Nous savons tous que depuis l'an dernier, les dépenses d'armement de l'Asie sont supérieures aux dépenses d'armement de l'Europe. Et singulièrement dans le domaine naval, tous ces pays cherchent à acquérir des armes dites décisives, c'est-à-dire des sous-marins pour faire peser l'incertitude sur les adversaires, pour contrôler leurs propres voies de communication, leurs propres atterrages, mais aussi des porte-avions. Et ça, c'est encore plus significatif, parce qu'un porte-avions, c'est une technologie très compliquée. Et si vous souhaitez avoir un porte-avions, ce n'est pas pour rester à proximité de vos côtes, c'est bien pour pouvoir agir contre un adversaire potentiel. C'est un outil politique qui vous permet d'affirmer que vous avez des intérêts un peu partout, et c'est un outil militaire qui vous permet de porter le feu loin à l'intérieur des terres de votre adversaire. Les porte-avions, donc la Chine est actuellement a reconnu avoir un 2e porte-avions en construction. La Corée du Sud a des plans à échéance de 15 ans pour en avoir aussi. Le Japon n'a toujours pas de porte-avions de par sa constitution, mais le Premier ministre est bien en train de faire évoluer les principes de neutralité du Japon et de force d'autodéfense en quelque chose qui est plus militaire, plus guerrier. Et puis bien sûr, nous avons d'autres pays comme la Thaïlande qui, en dépit de ses faiblesses économiques, cherche à acquérir cet outil de suprématie navale. Le problème, c'est que tous ces pays qui ont des ambitions, qui commencent à être en concurrence de plus en plus acharnée, ne se retrouvent pas au sein d'associations régionales suffisamment fortes, suffisamment organisées pour pouvoir résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Donc on pense évidemment à l'ASEAN qui date des années 60, mais qui a toujours du mal à parler de sécurité. On pense aussi à the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery, donc RECAP, qui est cette organisation pour lutter contre la piraterie. Cette organisation fonctionne bien, curieusement, parce qu'il y a un objectif précis sur lequel tout le monde était d'accord. Donc globalement, système basé à Singapour, avec des pays asiatiques et des pays occidentaux, y compris, et cela ne surprendra personne, les Pays-Bas ou la Norvège, qui ont des forts intérêts, et le Danemark, pardon, qui ont des forts intérêts commerciaux de par le monde. Donc, pas de stabilité réelle avec des organisations. Après, si on regarde rapidement la Chine et le géant de la zone, qui s'oppose aux États-Unis, la Chine a une vision maritime très forte, même si au XIVe siècle, elle avait tourné le dos à la mer, puisque l'an dernier, la Chine a envoyé par exemple une flotte de 3 bateaux, c'est petit, mais une flotte faire le tour de l'Afrique. Et cette année, en décembre-janvier, il y avait une autre flotte qui est allée jusqu'en
Royaume-Uni et en Méditerranée. Donc la Chine affirme sa présence navale. La Chine développe, contrairement à ce que les Américains mettaient en avant dans leurs analyses par des think tanks, c'est eux qui ont créé le vocable, le collier de perles, pour cet essaimage de bases que la Chine installe, ou des accords pour des bases navales que la Chine installe tout le long de ses routes stratégiques. Mais la Chine a officiellement un concept de nouvelle route de la soie, avec une branche par l'Asie centrale, mais une branche maritime. Donc ce pays affirme clairement ses ambitions maritimes pour soutenir et développer son commerce et son indépendance. Les autres acteurs, les Américains, le pivot américain en Asie a été confirmé par la récente stratégie navale de US Navy, US Coast Guard et US Marines, et qui affirme que d'ici quelques années, il faut qu'il y ait 60% de la flotte américaine en Asie. Il faut qu'il y ait plus de bâtiments, les Littoral Combat Ships, qui sont des bâtiments très récents, basés à Singapour par exemple, augmenter leur nombre de porte-avions. Un porte-avions va passer de la côte est à la côte ouest des États-Unis, augmenter le nombre de frégates de dernière génération. Donc véritable attrait pour cette zone, puisque c'est là que l'économie du monde se développe. Et les Américains ont conscience de leurs limites, cherchent à développer leurs accords régionaux, cherchent à faire en sorte que régionalement, Corée du Sud, Japon s'entendent mieux, par exemple, pour essayer de contrer la Chine, d'endiguer la Chine, mais en parallèle cherchent à discuter avec la Chine et appellent les Occidentaux, officiellement, depuis maintenant 2-3 ans, à venir les rejoindre, à être plus présents en mer de Chine et en Asie du Sud-Est pour justement assurer la liberté de navigation, assurer donc la stabilité et les principes du droit de la mer. Et dernier point, et je finirai là-dessus, pour la France. La France s'intéresse à l'Asie, même si c'est bien loin, parce que nous en dépendons d'un point de vue économique. Ça a d'ailleurs été l'objet d'une publication du ministère de la Défense l'an dernier sur l'Asie. Et le ministre de la Défense, depuis 2013, est au dialogue de Shangri-La, qui est ce fameux dialogue régional asiatique stratégique. Il affirme que nos intérêts sont une présence maritime, développer l'influence pour défendre donc des intérêts économiques, puisque les 2/3 du trafic de conteneurs qui viennent vers la France passent par Malacca, mais aussi la sauvegarde du droit international pour éviter toute remise en cause de la Convention de Montego Bay. Cette remise en cause pourrait être la porte ouverte à des dérives et à des conflits, ce qui n'est nullement l'intérêt de qui que ce soit. Et enfin, nous avons des territoires français en Asie-Pacifique, certes vers le sud, mais la Chine s'étend largement vers le sud et vers les micro-États du Pacifique Sud. Quelques exemples pratiques. Nous envoyons des frégates en moyenne 2 fois par an, et cette année, la croisière d'application des élèves officiers de l'école navale, qui est donc à bord d'un BPC, donc d'un bâtiment de projection de commandement et d'une frégate, va jusqu'en mer de Chine. Donc c'est bien l'affirmation que la France a des intérêts et entend les défendre là-bas, en dépit de tous les engagements stratégiques par ailleurs. Je vous remercie.